On sait, les pubs sont longues. La preuve, regardez ce qu'Étienne fait pendant les pubs. Bah, j'ai De vraiment ces bien fait. textes. Voilà. Est-ce qu'ils volent au moins? volent archi ils volent. bien. Et ils volent hyper bien. Bah, Voilà, du coup, il n'y a pas de canap, puisqu'il s'est envolé. Là-bas, ouais. Asdine, les chasseurs ont une nouvelle icône, une étudiante de 23 ans. Oui, c'est elle, voilà, Johanna Clermont, étudiante en droit à Perpignan, une femme d'influence, on va le voir, c'est la nouvelle arme des chasseurs pour changer leur image, des chasseurs qui sont menacés par la poussée écolo, par la chute du nombre de leurs adhérents. Et en parallèle de ces études, Johanna Clermont est une influenceuse au profit du lobby de la chasse. Alors déjà, on va s'intéresser à son outil de travail, son compte Insta, où elle est très suivie, 126 000 abonnés. Alors le thème, la chasse, c'est glamour, exemple. Elle pose avec son fusil sur un rocher. Elle fait beaucoup de placements de produits pour des armes. Là, elle est en pleine chasse au canard. Ici, en mode snipeuse. Ou en cœur avec Willy Schren, le président de la puissante Fédération nationale des chasseurs. Alors, parfois, ça n'a rien à voir avec la chasse. Elle fait par exemple la pub pour l'hôtel 5 étoiles Fauchon à Paris. Elle est même dans le métro, où elle fait la pub de Zone 300, sorte de Netflix pour la chasse. Qui est-elle? On a voulu savoir. Alors, dimanche dernier, c'était l'ouverture de la chasse. Avec Céline D'Agostini et Boris Balducci, on est allé la rencontrer. C'était dans les Pyrénées-Orientales, à Saleil, pas loin de Perpignan. C'était donc l'ouverture de la chasse aux pigeons. On dit de vous que vous êtes le nouveau visage de la chasse, un petit peu, de ce qu'on lit. Eh ben oui, c'est ce qu'on lit, effectivement. Je pense pas qu'il y ait grand-chose à dépoussiérer en final, parce que quand on va sur le terrain, on voit que c'est pas forcément le vieux chasseur, voilà, Après, pas vous ne ça. représentez pas quand même l'essentiel des chasseurs. On est, Ah non, je suis une femme et je suis beaucoup trop jeune. vous avez quel âge? J'ai 23 ans. Et lorsqu'on lui parle de la mauvaise image des chasseurs, il y a là son petit élément de langage, tout trouvé. J'ai été élevée dans une famille très soucieuse de l'environnement, très soucieuse du bien-être animal. Et puis moi, quand je mange quelque chose, alors oui, c'est vrai, j'ai pris plaisir à aller le tuer, mais je sais qu'il a eu une belle vie. Elle nous a offert qu'un petit créneau d'une demi-heure pour la chasse, donc son fusil n'a pas été très utile. En revanche, elle avait son autre arme. Je vais faire une photo avec vous. Vous voulez une photo? Ouais. Vous pouvez le filmer en plus, c'est le côté Instagram. Ça pallie au manque de gibier, si vous voulez. En fait, c'était un petit peu nous, le gibier. Mais Elle a moi- rien. Elle a rien. Elle a rien, ouais, non. Pas une tentative. Voilà. Mais moi, j'ai voulu m'arrêter sur une autre image, celle-ci, une de ses stories. On la voit à côté donc de Willy Schren, le président des chasseurs, mais surtout de cet homme encore plus influent, Thierry Coste, le puissant lobbyiste, l'homme qui murmure à l'oreille du président et des députés pour peser sur les réformes. C'est lui qui aurait même poussé l'ex-ministre de l'Environnement Nicolas Hulot à la démission. Et c'est lui qui a donc repéré et recruté Johanna Clermont. On est allé le voir tout à l'heure. L'homme qui a tué Nicolas Hulot, dis donc. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. On avait une réunion sur la chasse, mais j'ai découvert la présence d'un lobbyiste qui n'était pas invité à cette réunion. Vous avez des nouvelles de Nicolas Hulot ou pas? Oui, j'en ai eu il n'y a pas longtemps. Oui. De quelle nature? Ben, il était dans un bistrot, pas très loin de moi. J'ai voulu venir le saluer. Il a refusé. Ok pour Hulot, mais nous on est là pour lui parler de sa nouvelle recrue, Johanna Clermont. Et vous la voyez souvent, on dit que vous déjeunez souvent avec elle. Comme ça vous la chouchoutez, quoi. On sent que c'est votre égérie, votre nouvelle pépite. Je me suis dit, pour une fois, quelqu'un qui correspond exactement à la nouvelle cible des chasseurs ou des chasseuses qui arriveront demain, moi j'ai tout de suite pensé qu'il fallait la soutenir. On a été mauvais pendant très longtemps et on ne parlait pas à l'opinion publique. Johanna Clermont, et il y a plein de gens qui la suivent, donc on écoute. Est-ce qu'après tout, elle n'est pas devenue comme vous, d'une certaine manière, une lobbyiste? Ah ben, c'est quoi la différence entre une influenceuse et une lobbyiste? Elle parle à l'opinion publique, elle parle bien à l'opinion publique et elle parle bien aux chasseurs de base. Moi, je parle plutôt à l'oreille des présidents de la République et aux parlementaires et au gouvernement. Vous en haut et elle en bas. Ben, si vous voulez, on s'est réparti le territoire. Mais je pense qu'elle est la première influenceuse dont on parle beaucoup, mais que sans doute demain, il y en aura beaucoup plus. On va donc être vigilant sur Insta. Et le lobby de la chasse est dans la même rue que Matignon? Oui. D'accord. Ah non, Non, parce que j'ai cru reconnaître les exactement. Redonnel. Ils sont dans la même rue, ils Exactement. sont pas loin, c'est pratique. Pour traverser la rue. Ils traversent. Bien vu, bien vu. Merci Asdine.
Vous le voyez dans les matinales radio, vous le voyez dans les sujets JT, vous le voyez autour d'une table avec les premiers ministres, vous le voyez sur le perron de l'Élysée, vous le voyez manifester, vous le voyez négocier. Mais qui est vraiment Laurent Berger et quel est le job de syndicaliste? Voici le secrétaire général de la première organisation syndicale française, la CFDT. Voici Laurent Berger. Si vous en voulez, je vous oblige pas, mais... Si, le fruit de mer, c'est mieux. Bonsoir. Bonsoir Laurent Berger, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Je vous présente une partie de l'équipe. On va évidemment vous entendre sur la fermeture de Bridgestone de Béthune. Mais tout d'abord, on va poser les choses. Vous êtes né en 68 à Guérande. Vous êtes le secrétaire général de la CFDT depuis 2012. Avant, vous aviez quel job? Conseiller en insertion professionnelle. Et quelle formation? Une fac d'histoire. C'est ça, vous êtes prof d'histoire? J'ai fait un peu, pas longtemps. Et pourquoi pas longtemps? Parce que je ne devais pas être fait pour ça. On connaît la CFDT, mais ça veut dire quoi, CFDT? Attendez, répondez pas. Confédération française du travail. Non, Démocratique. moi aussi je pensais que ça, c'est Confédération démocratique du travail. En une phrase, en une définition, à quoi sert un syndicat? Un syndicat, ça a toujours servi à ce que des travailleurs se réunissent autour de leurs intérêts et les défendent dans un rapport de force qui est déséquilibré. Le monde du travail, c'est un rapport de force déséquilibré. Vous signez un contrat de travail, votre patron peut vous imposer un certain nombre de choses dans le cadre de ce contrat. Il y a besoin de rétablir un peu d'équilibre et il faut s'organiser collectivement. Ça sert à ça. En quelques mots, la différence entre la CFDT et la CGT? En quelques mots, on a des histoires différentes et on a parfois des façons d'agir différentes, mais on a aussi pas mal de points communs. Dans les entreprises, ça nous arrive souvent d'être d'accord les uns avec les autres sur des questions de salaire, de défense de l'emploi. Mais c'est vrai qu'il y a des pratiques qui sont différentes. Nous, on pense qu'il faut pratiquer la discussion, la concertation pour essayer d'obtenir des avancées. C'est toujours comme ça qu'on les a obtenus, enfin très souvent comme ça qu'on les a obtenus. Mais voilà, il n'y a pas de guerre, quoi. Il n'y a pas de guerre syndicale. Ils sont plus radicaux, contestataires, comment? Non, il y a des sujets sur lesquels on n'est pas forcément totalement d'accord. Par exemple, la question européenne, parfois. Et puis, oui, ils ont parfois des méthodes différentes. Mais vous savez, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont militants de la CGT. Ouais, mais si je dis qu'il y en a une qui est réformiste et l'autre contestataire? Ouais, mais c'est un peu... c'est un peu réducteur, comme à chaque fois qu'on utilise un seul mot pour définir. Mais oui, il y en a une qui est plutôt le changement par les petits pas, d'une certaine manière, mais en même temps des pas dont on est sûr de pouvoir les faire. Et l'autre est sans doute un peu plus contestataire, mais moi, ça m'arrive d'être assez contestataire aussi. 11% de salariés syndiqués en France. Vous confirmez ce chiffre? Oui, je confirme le chiffre. Ouais. C'est pas beaucoup? Non, c'est pas beaucoup, c'est trop peu. C'est trop peu. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a une image que traîne le syndicalisme un peu ringarde, à tort, hein. Il y a aussi une image, il y a aussi parfois la volonté de faire croire qu'on pourrait s'en sortir individuellement dans le monde du travail, alors que moi je crois beaucoup au collectif. C'est peu, rien que la CFDT, c'est 625 000 adhérents. C'est évidemment combien de jeunes insuffisant. Parmi eux? Nous, des jeunes jusqu'à 30-35 ans, on a à peu près 8% de nos adhérents. Donc c'est trop peu aussi, ouais. Oui. Oui, bien sûr, mais pour des raisons assez simples. Moi, les générations des années 70, ils rentraient sur le marché du travail à 20 ans, à 22 ans. Maintenant, vous avez un boulot fixe, surtout en ce moment-là, malheureusement, qui est beaucoup plus tard. Et on sait bien qu'il y a une tentation de se syndiquer plutôt quand on est un peu stabilisé. Et pourquoi d'autres pays font beaucoup mieux, comme l'Allemagne par exemple? C'est quoi la différence? L'Allemagne, parce qu'il y a une pratique du syndicalisme qui est beaucoup plus dans la négociation, presque dans la cogestion, on dit, la codétermination à l'allemande. Ils sont mieux considérés. Et donc, moi, je crois beaucoup que dans l'entreprise, il faut qu'on partage le pouvoir. L'employeur a trop de pouvoir dans l'entreprise. En Allemagne, c'est plus partagé, et du coup, ça invite sans doute plus à négocier, parce que lorsque vous négociez, vous êtes très nombreux, vous êtes beaucoup plus fort que si vous êtes trop peu. Et puis, dans d'autres pays, être syndiqué, ça apporte le droit à l'assurance chômage, à l'assurance maladie, etc. Chez nous, ce n'est pas le cas, tout le monde y a droit. Donc, ça c'est une raison en moins d'adhérer. Là, sur les chiffres, quand même, en 1950, il y avait 30% des salariés qui étaient syndiqués. En 1970, il y en avait 25%. Il y en a 11% aujourd'hui. Dans 10 ans, il n'y a plus personne. Non, je ne crois pas, mais pour une raison simple, c'est qu'en 1950, vous aviez des grandes entreprises, des grands secteurs professionnels. Et c'était la réalité d'un monde salarial très uni autour de mêmes situations. Aujourd'hui, c'est éclaté. C'est beaucoup de petites entreprises. Moi, j'étais délégué du personnel dans une entreprise de moins de 11 salariés. Donc voilà, c'est des secteurs très différents. Et puis, vous savez,
on est en train, nous, d'organiser de syndiquer les freelances, les travailleurs indépendants. Ça n'existait pas dans les années 50. On a créé une union, ça s'appelle l'Union, pour les défendre, parce qu'ils ont aussi des problèmes de maladie, de droit au chômage, de conditions de travail. Donc il faut se réinventer sans cesse. Le syndicalisme, il a un peu une responsabilité dans cette situation de trop peu de gens, d'images. Donc vous remettez en question? Oui, nous, on est en évolution permanente. On est devenu, la CFDT, la première organisation syndicale grâce à ça. Parce qu'on a compris que ce qu'attendaient de nous les travailleurs, que ce soit les salariés ou les agents des fonctions publiques ou les travailleurs indépendants, c'est qu'on réponde à leurs problèmes concrets. Et le problème concret, il faut aller les voir, il faut être à côté d'eux. Et c'est un peu cette démarche-là qu'on a entrepris depuis longtemps, y compris en syndiquant des nouveaux salariés. La fédération la plus importante à la CFDT, c'est la fédération des services, qui regroupe les gens des commerces, de la grande distribution, du nettoyage, de la propreté, de la sécurité. C'est pas la noblesse des travailleurs en termes de conditions et de salaire. Et c'est pourtant notre plus grande fédération. Mais parce que dans les années 50, on n'avait pas de fédération de ce type. Vous publiez ce livre chez Kalman Levy, Sortir de la crise, agir vite, penser loin. Dans ce livre, vous défendez la position suivante: un syndicaliste est légitime pour parler de toutes les questions d'intérêt général. C'est large. Oui, mais parce qu'un travailleur... C'est de la politique. Non, c'est pas de la politique. D'abord, je crois que tout le monde doit s'intéresser à de la politique, au sens noble du terme. Pas donc c'est faire de la politique. C'est un salarié, c'est aussi un citoyen, c'est aussi un consommateur, c'est aussi un habitant d'un quartier, d'un territoire. Alors, et dans moi, ce cas, où s'arrête le syndicalisme et où commence la politique? Eh bien, le syndicaliste, il n'a pas vocation à gouverner, mais il a vocation à porter. On vous a jamais tout un tas proposé d'idées. d'être ministre ou d'être Premier ministre? Non, mais de toute façon, non. Non, c'est vrai. Regardez-moi dans les yeux, on vous a jamais proposé d'être Non, ministre? on m'a jamais proposé d'être ministre, ouais, je vous le dis. D'être Premier ministre? Non plus. C'est un regret? Ah, pas du tout, non, parce qu'ils peuvent essayer, ça sera non. Et si on vous le Parce proposait? que c'est pas ma vocation. Non, c'est pas ma vocation. Moi, vous savez, ma construction, elle est par les associations. C'est de l'éducation populaire. Ça fait peut-être has-been, mais je crois beaucoup à ça. Moi, plus qu'à l'école, plus qu'à la fac, j'ai plus appris encore en militant dans des associations. Et après, c'est le syndicalisme, c'est-à-dire une vocation collective. Je ne suis pas fait pour faire de la politique, je suis très clair là-dessus. Ce n'est pas mon histoire, ce n'est pas ma façon de militer. Je crois qu'on peut changer, je le dis aussi dans le livre, on peut contribuer à vouloir changer les choses, à améliorer la situation des gens sans faire de politique. Mais en faisant des compromis. Et Oui. on voit ce qu'est un compromis quand on revient. À tout de suite avec votre livre. C'est l'homme qui veut sauver la social-démocratie en France. Le patron de la CFDT, Laurent Berger, est dans le quotidien. Le mot compromis revient 26 fois dans votre livre. Vous écrivez: le compromis est un sport de combat. C'est quoi un compromis et comment on bâtit un compromis? Un compromis, c'est d'abord la reconnaissance que dans le monde du travail, puisque je suis un syndicaliste, mais dans la société c'est pareil, il y a des intérêts qui sont divergents. On n'a pas les mêmes intérêts quand on est un salarié que son patron. Chef d'entreprise. Ce qui fait démocratie, c'est la capacité à ce que ces intérêts se confrontent. Discute. Ouais, mais se confrontent. La négociation, quand je dis que c'est un sport de combat, le compromis, ça veut dire se confronte. Donc il faut venir avec des arguments, des propositions, des contre-propositions. Et le compromis, c'est lorsqu'on a trouvé le terrain d'entente sur le sujet en question. C'est une concession? Oui, il peut toujours avoir une part de concession. Si ce n'est pas un compromis, c'est qu'il y en a un qui gagne. Mais je vous rappelle que dans le monde du travail, quand il y en a un qui gagne, un seul, c'est toujours l'employeur. Ça n'a jamais pu être autrement. Donc, le compromis, c'est entendre les arguments de l'autre, mais c'est faire avancer. Il faut qu'à la fin, lorsque vous actez ce compromis, la situation des salariés que vous représentez, elle soit améliorée par rapport au point de départ. Est-ce que vous êtes totalement satisfait? Là, si vous l'êtes, c'est que vous avez gagné sur tout. Ça peut arriver dans des circonstances très particulières. Je peux vous couper parce que là-dessus, Bien sûr. j'aimerais que vous lisiez un extrait du livre, c'est page 167, là on a mis un petit post-it. Regardez. Il faut Je le mes trouve lunettes, hyper... c'est hyper... Ah pardon. Ah bah ouais. Pardon. Je le trouve hyper déprimant et je me demande comment vous faites pour y croire encore. Vous décrivez une réunion type. Je vous le lis. Ouais, je veux bien. Ouais. En fait, que je lance. Vous décrivez en fait une réunion type avec l'ancien Premier ministre Édouard Philippe et son équipe. Si vous voulez bien le lire. Ouais. Vous avez rendez-vous à 9h30. La discussion s'engage. Nos interlocuteurs sont civils, sympathiques. Dès le début de la réunion, ils nous disent voilà, on va faire ça sur tel et tel sujet. On leur répond là-dessus, ce n'est pas possible. Là-dessus, il faut faire autrement. On propose plutôt ceci ou cela. La discussion est toujours très correcte, très affable et peut durer.
Nous avons le temps de présenter notre argumentation. Arrive la fin de la réunion, le moment de conclure. Voilà, nous disent-ils, nous allons donc faire ça, ça et ça. Et c'est la même chose qu'à 9h30. Et vous pétez pas les plombs? Ça quand il se m'arrive. passe ça? Ça m'arrive, je suis plutôt calme de nature, mais ça m'arrive, vous m'avez déjà entendu, ici Oui. ou là, dire que j'en avais Mais marre, face à lui. j'en avais assez. Parce qu'il y a les caméras, il y a un discours devant les caméras, mais le discours face à lui. Si, ça arrive. Moi, vous savez, j'ai la réputation d'être extrêmement cash. Ce que je vous dis là, je le dis à mes interlocuteurs, et j'ai pas trois discours. Donc oui, j'ai plusieurs fois répété que si c'était juste pour venir et qu'à la fin, ça c'est la même chose qu'au début, ça n'avait pas d'intérêt. Mais vous savez, un syndicaliste, Mais est-ce que vous vous dites dans son pas aussi, entreprise j'ai comme- pas été bon? C'est Si, peut-être ça- de ma faute, j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais dû y aller par là, j'aurais pu les avoir sur ça. on essaye, ouais. Enfin, c'est un peu du judo, donc il faut essayer par différentes façons de faire passer ses idées. Ça se peut qu'on n'est pas toujours bon, qu'on soit pas toujours bon, mais Et vous l'avez appris quand on gouverne, à négocier, à faire des compromis, à négocier dans ce genre de réunions comme ça? négocier, ça, oui, on peut. Il y a des techniques, mais après c'est une façon de concevoir les choses. Nous, on a des formations. Nos militants sont formés, comme moi je l'ai été. Qu'est-ce qui fait qu'on est un bon syndicaliste? Si on est proche de la réalité de ce que vivent les travailleurs. C'est le point de départ. Notre matière, c'est ce que vivent les salariés, en positif comme en négatif, parce qu'un syndicaliste, ce n'est pas toujours celui qui dit que tout est pourri. Et en partant de là, on regarde comment on améliore leur situation. Et un bon syndicaliste, c'est celui qui, à la fin, peut dire, voilà, j'ai obtenu ça a avancé, c'est difficile, ou alors je t'ai défendu individuellement parce que tu étais attaqué. C'est à la fois de la défense individuelle, et c'est important, et c'est aussi des droits collectifs qu'on crée petit à petit. Et il y a des périodes plus faciles que d'autres. 863 salariés sur le carreau après la fermeture de l'usine Bridgestone de Béthune. Quand on en arrive là, les syndicats ne peuvent plus rien faire, j'imagine? Ils peuvent quand même, ils peuvent quand même hurler, objectivement. La fonction d'indignation, c'est important. C'est-à-dire, là, il y a une Tout attaque. le monde hurle. Non, mais Xavier Bertrand je vais y hurle, revenir. le gouvernement Il y a une hurle, attaque de la Bruno Le dignité Maire. de ses travailleurs. Vous savez, la CFDT, depuis un moment maintenant, elle dit que cette entreprise, il y a une stratégie pour essayer de la faire fermer. En France? En France, à Béthune. Il y avait 23 000 pneus produits en 2009, je crois, par jour dans cette usine. Aujourd'hui, il y en a 9 000. Ils ont organisé la fuite de la production. Et aujourd'hui, ils disent, vous voyez, on n'est plus compétitif. Il faut fermer. Et là, donc, s'indigner, oui, il faut dire que c'est scandaleux. Une fois qu'on s'est indigné. Après, là, maintenant, tout le monde dit, ils ont bénéficié d'aides publiques, de subventions. Il faut qu'ils les rendent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la loi, rien ne fait qu'ils soient obligés de les rendre. Eh bien, si ce gouvernement, il veut dire, on va faire un exemple, on va très très vite, on décide qu'une entreprise qui a bénéficié d'aides, de subventions à l'installation, à son développement, on décide dans la loi que lorsqu'elle licencie comme ça presque 900 salariés de Bridgestone, mais des sous-traitants, vous savez, quand vous évacuez des pneus, il y a beaucoup de camions. Il y a une entreprise qui va être concernée avec beaucoup de salariés. On estime, nous, que c'est autour de 1300 salariés qui vont être concernés. Eh bien, que le gouvernement se dise enfin, puisqu'à chaque fois, on râle tous, se dise enfin qu'on se donne les moyens par la loi. Ce ne sera pas rétroactif pour le cas de l'entreprise. C'est mort pour eux. C'est mort pour eux. Oui, d'abord, si c'est mort pour eux, c'est dommage, mais au moins ce ne sera pas mort pour les prochains, parce qu'on peut craindre que ce soit le cas d'autres. Et puis, ça dépend comment on procède. Et je veux dire, il y a quand même des lois sur les conditions dans lesquelles ils doivent se préparer à la fermeture. Après, on peut essayer de les faire revenir. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Mais je crois parce que, vous savez, on le vit dans cette période, y compris parce qu'avec le plan de relance, il y a des aides aux entreprises. Il y a quand même un comportement patronal qui est en gros aidez-nous et laissez-nous faire. Et moi, je pense qu'aider les entreprises, ce n'est pas scandaleux, notamment quand on subit un certain nombre de difficultés. Aider à l'installation d'entreprises, tout le monde est plutôt d'accord quand on habite sur dans une Vous région. réclamez quand même des contreparties. Mais oui, des contreparties et des obligations. Bruno Le Maire annonce une charte, mais ce n'est pas des obligations. Une charte, c'est bon pour ceux qui veulent la signer. Moi, je demande que les représentants du personnel dans le CSE, le Comité social et économique dans les entreprises, doivent donner leur avis sur l'utilisation de ces aides. Est-ce qu'ils sont bien utilisés ou pas? S'ils disent non, les aides ne sont pas versées. Vous parliez de l'Allemagne tout à l'heure, il faut donner davantage de pouvoir aux salariés, aux représentants des salariés dans les entreprises. Vous avez peur des abus, pour être clair? Oui, j'ai peur des abus et peur d'arroser le sable.
peur qu'un certain nombre d'aides publiques servent finalement pas à grand-chose, ni à s'inscrire dans la transition écologique, ni à rémunérer mieux les salariés, ni à embaucher des jeunes qui se retrouvent un peu sur le carreau ces temps-ci. Enfin, voilà, il faut qu'on puisse mesurer est-ce que ça a été utile ou pas utile. Si c'est pas utile, on a mieux à faire avec l'argent public. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur là, dans les mois qui viennent avec la crise sanitaire et la crise économique du coup? Les problèmes d'emploi, les problèmes de travail quand même. Il faut qu'on arrive. C'est pas évident pour nombre de travailleurs avec le masque tous les jours. Il y a des métiers où c'est plus facile que d'autres, mais lorsque vous êtes dans un abattoir, lorsque vous êtes à la production avec un travail physique, c'est compliqué. Donc je crains une exaspération et qu'on ne sache pas comment faire pour que les salariés aient de meilleures conditions de travail. Je crains aussi une forme de fatigue collective. Psychologiquement, moi j'ai l'impression là qu'on est déjà, j'ai l'impression qu'on est au mois de juin. La rentrée est compliquée. Que les gens sont fatigués, alors qu'il y a eu quand même, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup des congés, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et face à ces incertitudes, on n'attend pas des coups de menton réguliers sur des annonces dans tous les sens. On attend qu'on puisse échanger, délibérer, regarder les problèmes. Et c'est un peu de ça dont on crève dans notre pays. C'est cette incapacité de se parler sans s'agresser, sans avoir la solution toute faite à soi tout seul, entendre les différents avis. Et j'espère que c'est la voie que le gouvernement va prendre, d'écouter un peu plus ce qu'on va dire les représentants des salariés. Ils ont fait un plan de relance, il n'y a rien sur la pauvreté. Il n'y a rien sur la pauvreté. Il y a 10 millions de personnes qui sont en situation de pauvreté dans notre pays. Est-ce que ça, y compris juste pour des raisons démocratiques, est-ce que c'est viable ? Au-delà de la raison humaniste qui m'importe, qui me préoccupe, mais rien que pour la question démocratique. Donc, il faut à un moment donné qu'on s'occupe. Moi, ce que je dis dans ce livre, c'est la transition écologique, qu'on y aille à fond, qu'on aille vraiment vers des vraies ruptures sur un certain nombre de domaines et qu'on réduise les inégalités. Et on ne le fera pas si on continue d'avoir comme seul horizon le taux de croissance. Il faut je fais une proposition là-dessus, que le gouvernement s'engage, les gouvernements à venir s'engagent sur une dizaine d'indicateurs et que les politiques se fassent en fonction de ces indicateurs, la pauvreté, la santé, l'éducation, le respect de la biodiversité, etc. Parce que si on n'est que sous un angle économique, vous l'avez dit tout ça, Emmanuel Macron, les yeux dans les yeux, on vous voit avec lui. Oui, je lui ai dit. Vous lui avez dit? Oui, je lui ai dit. Il répond quoi? Souvent, je crois que je suis pris pour un utopiste. Il ne vous prend pas au sérieux? Ou il vous prend pour une utopiste? Je crois que, mais vous savez, la CFDT, ce sont des milliers de militants dans les entreprises qui font du travail. On fait des propositions. C'est pas un livre, je ne fais pas n'importe quoi dans ce livre, je fais des propositions très concrètes. Donc on peut être pris au sérieux. Maintenant, il faut être écouté. Et pas que nous. On s'est engagés, nous, dans un collectif qui s'appelle le Pacte du pouvoir de vivre, avec des ONG environnementales, des associations de lutte contre la pauvreté. On a fait 66 propositions dans ce Pacte du pouvoir de vivre. On attend des réponses. On attend des réponses concrètes. Et c'est pas toujours à la hauteur. Et vos pistes de réflexion sont donc dans ce livre, Sortir de la crise, agir vite, penser loin, de Laurent Berger. Et c'est chez Kalman Levy. Merci d'être passé sur le plateau de Quotidien. Le petit cul vous dit papa et Nicolas Fresco. Aujourd'hui, dans le Petit Cul, si Joe Biden est élu, elle sera la première femme à devenir vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. I accept your nomination for Vice President of the United States of America. Kamala Harris a 55 ans, originaire de la Californie, sa mère est indienne, son père jamaïcain. Les deux se sont rencontrés lors d'une manif, une histoire qu'elle adore raconter. My parents first met as graduate students at UC Berkeley, where they were active in the civil rights movement. And that's how they met, marching and shouting for this thing called justice. They fell in love in that most American way while marching together. Diplômée de Howard, une université historiquement noire, elle est d'abord nommée procureur de San Francisco, puis procureur de Californie en 2011, devenant dans les deux cas la première femme noire à occuper ces fonctions. Every Californian matters. No matter who you are or where you're from. Young, old, rich, poor, gay, straight, north, south. Son bilan à ce poste lui vaut de nombreuses critiques. On lui reproche entre autres d'avoir été trop laxiste face aux bavures policières et trop sévère avec les délits mineurs, pénalisant ainsi les minorités. There's a meme that says Kamala Harris broke the state record for incarcerating black males.
Well, that's just not true. En 2016, elle devient sénatrice et acquiert une réputation de badass, notamment lors de l'affaire sur l'ingérence russe quand elle passe au grill des proches de Trump. Regardez, personne ne bronche. That's not my question. That's not my question. That is not the point. Yes or no? Yes or no, please, sir. I'm asking you a very direct question. Yes or no? I asked the question just a minute ago. I'm surprised you forgot. Début 2019, elle se lance dans la course à la présidentielle avec des pancartes jaune pétard et un slogan. Kamala Harris. For the people. Pendant un an, elle va tout donner en veste arc-en-ciel pour séduire la communauté LGBTQI ou en mode percussion avec danse du lasso. Le moment fort de sa campagne, c'est ce débat de la primaire quand elle s'en prend frontalement à Joe Biden sur ses relations avec des sénateurs racistes. Une attaque désastreuse pour Biden qui va quasiment la supplier de l'épargner lors du débat suivant. Ses uppercuts dans les débats la font grimper dans les sondages, mais elle est finalement obligée de jeter l'éponge, n'ayant plus un rond pour faire campagne. Although I am no longer running for president, I will do everything in my power to defeat Donald Trump. Alors si depuis Joe Biden l'a choisie comme vice-présidente, c'est qu'après l'écho des mouvements MeToo et Black Lives Matter, il n'avait pas d'autre choix que celui d'une femme noire. She knows personally how immigrant families enrich our country, as well as the challenges of what it means to grow up Black and Indian American in the United States of America. Un choix stratégique qui tranche avec le déni systématique de Trump sur le racisme et les violences policières. There is no vaccine for racism. We've got to do the work for George Floyd, for Breonna Taylor, for the lives of too many others to name. Depuis qu'elle est à ses côtés, Kamala Harris a dopé la campagne de Biden en donnant un bon coup de jeune au candidat de 77 ans. Quand lui est avec ses lunettes de vieux briscard, elle est en Converse. One nation under a groove, getting down just for the funk of it. Et signe de sa popularité grandissante, elle est devenue la cible numéro 1 de Trump avec attaque digne de la cour de récré. Kamala, they always say Kamala. She was very, very nasty. There was nobody that was meaner. Nobody likes her. Voilà, ça ne vole pas haut, mais Trump sait très bien ce qu'il fait. C'est avec ces mêmes qualificatifs qu'il avait battu Hillary Clinton en 2016. Le petit cul, c'est fini. Merci Willy. Mika était tout à l'heure dans le studio de C'est à vous sur France 5 et ce soir les talk-shows soutiennent son concert pour le Liban et partagent le même invité. Alors voici Mika dans Quotidien, il est arrivé ici. Gel. Merci beaucoup. Bienvenue Mika. Bonsoir. Je suis ravi d'être là, merci. C'était pas très loin. Hein. C'est top. On n'est pas très loin de C'est à vous. Non, pas trop loin. Ils vont bien, C'est à vous? Ouais, très bien. C'est mieux ici ou là-bas? Plateau. Ici, on mange moins. Ouais. On mange moins. Vous voulez manger? Non, ça va. Pour que ce soit mieux. Bienvenue Merci Mika. de m'avoir, vraiment. Le concert I Love Beyrouth aura lieu le 19 septembre, c'est-à-dire après-demain, samedi. L'idée, c'est de récolter un maximum de fonds pour reconstruire la ville après le drame qui a ravagé le port de Beyrouth. Expliquez-nous rapidement ou pas rapidement le dispositif. Alors, comme tout le monde, j'ai vu ces images le 4 août. Vous étiez où? J'étais à Rome. J'étais en train de tourner. En fait, le matin du 4 août, je regardais des photos sur Instagram parce que c'était 4 ans depuis mon dernier concert au Liban, à Baalbek. Le soir même, je regarde des vidéos, choqué comme tout le monde autour du monde. Et ça m'a vraiment provoqué beaucoup d'émotions, beaucoup. Et j'ai écrit une lettre qui a été publiée en France, dans le journal du dimanche. Et je ne savais pas vraiment comment j'allais répondre, mais je me suis dit, OK, je vais répondre en musique. Je vais répondre et je vais faire mon métier, ce que je sais faire. Et on fait ce concert, qui est un concert, mais plus qu'un concert aussi. En fait, c'est une création. Parce que je me suis dit, dans une salle, on a l'avantage, on a des gens autour de nous. On peut sentir l'empathie, on peut danser ensemble, on peut s'approcher des gens, on peut chanter ensemble. Mais là, on est dans les salons des gens. Alors comment faire ? C'est comme une sorte de film. Ça a commencé avec une toute petite équipe et c'est devenu beaucoup plus gros. On a tourné dans 9 pays. On était avec 14 troupes de tournage. Il y a plein d'artistes. Il y a Kylie Minogue, il y a Luan, il y a Laura Pausini, il y a Rufus Wainwright, il y a Salma Hayek, il y a Fanny Ardant, il y a moi. Et bien sûr, il y a tous mes tubes et mes coups de cœur. Mais vraiment, c'est cette chose de raconter ce qui se passe en utilisant la musique. Avec ces vidéos, elles étaient très puissantes. Et ensuite, après, comment est-ce qu'on raconte les histoires des gens qui sont là-bas? Comment est-ce qu'on peut comprendre la réalité de 300 000 personnes
qui ont perdu leur maison. On a entendu beaucoup parler de Beyrouth et ensuite, je pense qu'on a perdu le contact. C'est normal en fait. C'est comme ça, on habite dans une période où les vidéos virales, elles ont un énorme impact et ensuite quoi? Eh ben, la réponse, au moins pour nous et On en reparle. les gens, c'est on en parle. Et donc, vous avez fait un spectacle, mais on le voit où? On le voit comment? Alors, ça va être sur YouTube à 21h. En direct En fait, non. C'est tourné en direct. Ouais. C'est tourné comme un direct, Ouais. mais c'est comme une création, comme un film. D'accord. Et on est en train de le finir maintenant. C'est pour ça que, en fait, je dors pas parce qu'on est en train de chercher à le faire en temps. Alors, si on réussit à le faire, on va réussir à le faire. Ça serait sur YouTube. On peut acheter les billets sur Ticketmaster et Fnac. Et en fait, Fnac, ils ne touchent pas un pourcentage, rien. Tout va à Beyrouth. Tout va à Beyrouth et à la Croix-Rouge Liban, et aussi Save the Children Liban. Et aussi, ce serait sur tous les box en France, en même temps. Ils se sont tous VOD. mis d'accord cette fois-ci. Tous mis d'accord. Orange, SFR, Bouygues, tout ça. Ils ne touchent Free. rien. Ils ne touchent pas un pourcentage. Tous. Et même MyCanal aussi. En VOD. MyCanal. Donc, c'est la première fois que tout le monde se réunit de la même manière. Ça coûte combien? Comment? Ça coûte combien? Ça coûte 10 €. Donc pour 10 €, 10 en €, famille. 10 dollars, ouais, mais 10 € en France. Ouais. Et il y a ce concert de 1h40. 1h40 avec les personnes que vous avez dit, à Kylie Minogue, à vous, tout ça. Vous avez vécu pas mal de temps, assez peu de temps à Beyrouth, Très peu de temps. Je suis né là-bas. Seulement la première année de votre vie. On va voir des photos personnelles que vous nous avez données. Est-ce que vous pouvez les commenter? Celle-ci, par exemple. Ça, c'est moi. Et ça, c'est mes deux sœurs. Et ça, c'est ma mère. Là, vous êtes tout petit. Hein. Je suis petit. Ouais, c'est ça. Je suis petit à Beyrouth. Celle d'après. Et ça, c'est sur le balcon, là où on habitait. Ça, c'est mes deux sœurs. Et ça, c'est la corniche à Beyrouth. Et en fait, c'est pour ça que, dans un sens, mon lien avec le Liban, comme nous, on est partis de Beyrouth, j'avais 1 an et demi, on est parti à Paris. Il y avait une communauté transplantée. Donc, on était à Paris, mais quand on rentrait à la maison, c'est comme s'ils avaient pris ce qu'ils avaient vécu à Beyrouth et l'ont gardé dans la maison. Donc, c'est suspendu comme une sorte de culture domestique. Le Liban, dans les couleurs, dans la musique, dans la nourriture. C'est aussi ce côté-là. Quand on dit c'est Beyrouth, ça a des connotations négatives. Ces images qu'on a vues, ça renforce encore plus cette idée que c'est Beyrouth, c'est le dégât. Mais en fait, non, c'est Beyrouth, c'est beaucoup plus que ça. Oui. J'ai eu la chance d'y aller une fois et en effet, Beyrouth, c'est super. Ouais, c'est super. C'est super. Vous avez publié un texte conjointement dans l'Orient du Jour, vous l'avez dit, dans le Corriere della Sera, le JDD, le Sunday Times. Et dans ce texte, vous écrivez, je cite, « Comment ne pas voir dans ces deux explosions le symbole d'un système qui éclate ?» Ah ben oui. J'ai envoyé une troupe là-bas aussi et on a fait beaucoup d'interviews. On demandait à des gens des témoignages. Je regarde les rushs, je regarde dans le montage en ce moment. Et il y a beaucoup de rage. Et il y a beaucoup de rage, beaucoup de peine, beaucoup de frustration. Et pas seulement sur ça. Pas seulement sur ce qui se passe depuis très longtemps au Liban. Ça a agressé le problème. Et il y a vraiment des soucis très importants. On n'a pas l'habitude de vous entendre sur ça, de vous impliquer autant, politiquement. Mais je l'ai toujours fait parce que, dans un sens, je suis intéressé avec... ça m'intéresse le monde autour de moi. Je suis un citoyen, comme tout le monde, et ça m'inspire aussi. C'est juste que quand je le métabolise en chanson, même sur mon premier album, il y avait une chanson qui s'appelait Any Other World. Ça commence avec un interview enregistré d'un témoignage d'une femme qui parle de la nuit où une bombe est tombée sur sa maison. Elle a perdu son œil, elle a perdu son fiancé le même soir, et sa vie a changé. Je reprends la chanson avec un film qu'on a créé pour ce concert. Mais cela dit, parmi toute cette rage, il y a quand même cette résilience. Et ce n'est pas un cliché. Quand on dit qu'il y a cette résilience libanaise, ce n'est pas un cliché. Ça existe vraiment. Ils se sont déjà relevés après une guerre extrêmement violente de 15 ans. C'est possible. La route, elle est dure, le chemin, il est dur, mais j'y crois. Et c'est pas parce que je suis un optimiste, j'y crois profondément. Vous avez encore de la famille à Beyrouth? On a beaucoup d'amis là-bas, beaucoup d'amis qui se sont impliqués aussi dans ce projet qui a commencé avec une troupe de 15 et maintenant on est 280. C'est un cauchemar. Dans un sens là, d'un point de vue de production, on n'attendait pas ça, mais c'est magnifique parce qu'ils s'impliquent. On a de la famille là-bas. Et tout ce qu'on entend, c'est des histoires dans tous les sens de combien c'est difficile là-bas. Vous aviez un emploi du temps très chargé, et puis badaboum, le Covid, tous les concerts annulés. Je crois que vous en avez profité pour faire des choses nouvelles. Ouais. Des cours de philo. Des cours de philo. Et
et aussi l'arabe. C'est ça? Ouais, des cours de philo J'en ai et de tout. international relations. D'accord. Comment on dit ça en français? internationales. Des relations internationales. Ouais, 3 cours. 3 cours. Vous en êtes tout de l'arabe. L'arabe, c'est pas très bien passé en fait. Ah bon? Ouais, non, choukran, mais c'est trop difficile pour moi. Quoi, c'est tout? Même moi, je le connais. Ouais, je sais. Non, mais je parle de la bouffe. Ah, d'accord. Ouais, je peux te réciter tous les plats qui viennent du monde arabe. Tous les plats libanais, les plats syriens, tout. Mais c'est très difficile. En revanche, la philosophie, ça m'a... Franchement, ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce qu'on n'étudie pas ça à l'école anglaise. Et donc, c'était très intéressant. Ça m'a aidé pendant une période où vraiment... Moi, je travaille depuis que... On avait besoin de philosophie. Ouais, j'avais besoin un petit peu de philosophie. Ça m'a donné un peu de perspective différente. Donc, ouais, philosophie. Et du sport? Ouais, comment ça se fait? Vraiment? Ouais, je faisais du sport. J'étais à Athènes. Et j'avais rien à faire. Je prenais mes cours et ensuite je courais. Tous les jours en train d'écouter de la musique. Et dans un sens, ça m'a fait du bien. Vraiment, ça m'a fait du bien. J'ai perdu une tournée mondiale que j'avais préparée pendant 3 ans, mais cela dit, ça m'a donné un petit peu un moment de décompression du cerveau et aussi de réévaluer mes décisions, de voir les trucs que j'ai aimés, que j'ai moins aimés, et de retrouver aussi la pêche, l'idée l'envie de créer. Et puis, vous l'avez transformé en ce qu'on va voir samedi, donc sur YouTube et sur toutes les box. Vous restez avec nous? Ouais, avec plaisir. Tous les jours, Laurent Maccabias avec Clément Sabafour regarde pour vous toutes les images que l'on reçoit. Voici le Morning Glory. Je suis en train de changer la politique française. D'accord, génial. Je suis détendu. Lors des proutes, ils vous ont fait, c'est dégueulasse. Ah oui, j'ai un accent, moi? Oui et non. L'usage du masque en population générale n'est pas utile. C'est-à-dire? Moi, j'aime les gens. Vive la vie. Pour moi, ça s'est bien passé, en tout cas. Franchement. Comme par hasard, au vert de l'islam. Non, je suis pas mégalomane. Putain, je suis français. C'est la classe. La lèpre populiste. Quotidien, c'est à la télévision, tous les soirs. Quel adjectif choisir pour qualifier ce qui s'est passé à Béthune et Bridgestone? 63 personnes sur le carreau. C'est un acte qui manque de courage. Un coup de tonnerre. C'est un choc. C'est d'une violence inouïe. Une décision brutale. Décision révoltante. Ce sont des fauves. Des menteurs. Ça, c'est juste inacceptable. Une trahison. Une méthode révoltante. Un assassinat prévu de longue date. On est très choqués. Avec eux, c'est inadmissible. Ça me révolte. Inacceptable. Des conséquences révoltantes. C'est vraiment une catastrophe. On ne sait lequel choisir. Vous l'avez oublié? Nous, non. Bonjour Nathalie Loiseau. Tout va bien pour vous? Tout va bien, c'est la rentrée. On a retenu un mot de Nathalie Loiseau, littéralement un mot. Voici ce que disait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron disait « Ce n'est pas le contribuable français qui le paiera ». J'ai écouté avec attention Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on n'a pas le bobino du président de la République. Alors là, il y a tous les professionnels de la radio et de la télévision qui pètent de rire, car le mot, il est où? Bobino n'existe plus depuis les années 70. L'archive la plus récente est en noir et blanc et elle date du 14 février 1970. Aucune sortie des quelques 5000 boîtes dans lesquelles sont entreposés les quelques 80 000 bobineaux archivés. Alors c'est 1200 entrées qui ont donc été découpées, mises sur des petits bobineaux séparés de telle façon qu'elles puissent être retrouvées. Ah, le bobino. On a remarqué une tendance croissante en ce moment chez les politiques, de tous bords confondus. Qui l'emmerde plus qu'il n'emmerde la société. Celui qui importe, j'allais dire un tricorie des merdes du monde entier. Ces abrutis, ces petits connards de casseurs. Les néonicotinoïdes sont une saloperie pour la biodiversité. Enfin, écoutez, on se fout la gueule du monde, c'est pas le sujet. Depuis la rentrée, on sent comme une course à celui ou celle qui dira le plus de gros mots. Mais qu'on arrête de faire chier. On a aussi droit de dire vous publiez de la merde et vous êtes des enfoirés. J'ai jamais rencontré j'allais dire de cons, mais pardon. C'est du foutage de gueule. Avec des idées à la con. Certainement pour faire plus vrai. La drogue, c'est de la merde. Mais ils luttent contre cette merde. On va pas légaliser cette merde. C'est vraiment de la petite communication de merde. Ces salopards qui leur pourrissent la vie. En tout cas, c'est pas pour faire plus intelligent. Enfin, c'est des idées à la con. S'il vous plaît, foutez-moi la paix avec ça ce soir. On peut se foutre de leur gueule tout au long de l'année. Franchement, mais fermez vos gueules. Étienne Carbonnier, le matin au réveil, était sur LCI. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Grosse soirée. Celui qui a la même chevelure qu'Étienne était donc hier chez Darius Rochebin, quand tout d'un coup... J'ai une sainte horreur de l'arrogance. J'ai une sainte horreur de l'arrogance, d'où la question surréaliste de Darius Rochebin. Est-ce que c'est vrai que vous avez des bustes de vous-même dans votre jardin? Avouez que c'est pas une question qu'on pose tous les jours à quelqu'un, alors soit Rochebin a une info, soit... Est-ce que c'est vrai que vous avez des bustes de vous-même dans votre jardin?
Non mais d'abord, ma vie privée vous regarde pas. Et les bustes? Ça vous regarde pas. Il n'y a pas de honte à avoir des bustes de soi. On a le droit d'être un peu... Ça ne vous regarde pas. Ouais. Je suis pas là pour parler de ma vie privée, ni pour parler, ça vous regarde pas. La vie privée est son excuse. Mon père était chercheur, mais ma génétique est celle d'un Scandinave. J'ai une généalogie gaulliste que je revendique. Donc on est devenus de grands amis. Sa femme est la présidente de mon conseil scientifique. J'ai été élevé par des gens qui étaient des résistants. J'ai une longue généalogie de médecins et de militaires. Ouais. Moi, je suis un Méditerranéen et un Africain d'adoption. À Marseille, je suis arrivé à 8 ans. Je vivais au-dessus du laboratoire que dirigeait ma mère. J'ai une grand-mère qui faisait 1m50. On avait fait un bref passage par Maison Lafitte. Je suis pas là pour parler de ma vie privée. Donc la question de Rochebain était légitime. Raoult a bien des épouvantails dans son jardin. Voir la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine? Bonjour Jean-Baptiste Djebari. Bonjour à vous. 7780 emplois supprimés à Air France, version bouteille à moitié pleine. 16% de l'effectif. Une véritable hémorragie. C'est un ajustement. C'est un ajustement, mais pas que. Le groupe Air France, KLM, se réforme de façon très dynamique. 1500 suppressions d'emplois chez KLM, un plan tout à fait substantiel de départ chez Air France, 16% des effectifs. 7780 emplois en moins chez Air France, c'est un ajustement dynamique. Et enfin, hier sur France Info. Retrouver Salia Braclia et Marc Fauvel qui reçoivent ce matin Cédric O et également Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Oh putain, les deux sur un plateau, le bonheur. Bayou et Cédric O. C'est difficile de ne pas le faire. Le débat ce matin avec Cédric. Et en face de vous, Julien Bayou. Bonjour Cédric. Est-ce que sur ce point vous êtes d'accord tous les deux ou pas du tout? Julien Bayou. Oui ou non, simplement Cédric. Je vais revoir un rominet. Merci à tous les deux. Julien Bayou. Et Cédric. On continue en musique avec la playlist de Mika. La chanson que Mika a écoutée tout l'été, c'est ça? Quand j'étais en train de courir à Athènes, à Athènes, j'y vais. Purple Disco Machine. Ouais, super, c'est un remix. La plus belle chanson de tous les temps pour Mika, c'est ça. On le dit pas assez. C'est vrai qu'il tourne. Oui. On le dit On le pas choisit assez. pas assez en tout cas ici. Ouais, mais cette voix et cette chanson, ces mélodies, il les a pas écrites. Il les a chantées comme ça. Il avait une belle voix, Elvis. Ouais. La chanson pour danser ivre mort, c'est ça. Là, c'est vraiment ivre mort. La chanson pour une nuit d'amour, c'est ça. Morrissey. Super musique, je déteste sa politique. Mais la musique, elle est excellente. Oui, c'est un facho. C'était la playlist de Mika, le canapé Étienne. Bonjour à tous. Quelle ambiance de dingue. Je m'en fous. Mon mariage, c'était une grosse merde. Des séquences assez savoureuses. C'est un vrai bonheur. Regardez, c'est incroyable. Aujourd'hui, on s'est fait le meilleur combo pour une après-midi tisane et ça commence forcément avec Sophie Davant sur France 2. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'affaires conclues. Ah, Affaires conclues, l'émission où certains candidats ont confondu le plateau avec une déchetterie. Vous l'avez acheté? Non du tout, je l'ai trouvé dans les encombrants. Ça traînait dans le salon. Ça fait 15 ans qu'il est dans les caisses. On a décidé qu'il fallait qu'on fasse un peu de ménage. Et elle a une pensée pour les amis de Madame qui lui ont offert cette jolie table. Vous l'aviez eu comment cette table? C'est un cadeau. Un cadeau des copains. Qui vont vous voir là, ça vous pose pas de problème? Je pense. Depuis le temps qu'elle était dans le grenier. Sophie Davant qui est toujours aussi au point avec ses candidats. Vous habitez où, en région parisienne? Non, Haute-Savoie. Haute-Savoie, rien à voir. Bonjour. Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous habitez près de Marseille? Ah non, du tout. Ah bon, c'est vers où? Calvados, près des plages du débarquement. Ah bah oui. Ouais, des candidats toujours aussi fringants. Ouais.
Et alors, vous faites quoi pour vous occuper aujourd'hui? Ben là, je suis à la retraite. Hein. Retraité, donc. Retraité. C'est la retraite. Maintenant, je suis retraité. Mais cette semaine, il y a quand même une exception. Louis. Bonjour. Bonjour. Étudiant. Oui, c'est ça. Et voilà, enfin, un jeune fan de l'émission. Ah, ça fait plaisir. Vous les connaissez? Vous regardez un peu l'émission? Oui, ma grand-mère m'a déjà briefé sur ça. Je regarde beaucoup. Et alors, si vous êtes encore réveillés, juste après, sur France 3, il y a les chiffres et les lettres. Madame, monsieur, bonjour. Heureux de vous accueillir sur le plateau des chiffres et des lettres. Vous êtes ici, chez vous. L'émission préférée des fans d'orthographe, avec des candidats qui articulent hyper bien. Karine. A-P-O-T-H-I-C-A-I-R-E. C'est parfait. Très bien. Bravo. On adore des chiffres et des lettres. Alors, bon, parfois, tu sais pas trop si tu regardes un jeu ou si tu es en plein milieu d'une conversation au marché. Le nom de votre chorale dans laquelle vous chantez aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la Villanelle, donc c'est la chorale de Bois-Colombes. Et Je connais bien, j'en ai fait partie pendant au moins 5 ans. Ah, c'est super. Avec Mireille Le Batteux. Voilà, exactement. Mais oui, Mireille Le Batteux, connu. Sinon, les candidats viennent pour jouer, mais surtout pour raconter leur vie. Dans mon bureau, il y avait un Minitel. J'essaye de reprendre la clarinette. Je fais beaucoup de randonnées. J'ai acheté un camping-car. J'ai la trouille des guêpes et j'ai couru le long des falaises d'Étretat quand j'étais petit. Camoulox. Aux manettes, c'est toujours Laurent Romeshko accompagné de Bertrand Renard, le monsieur définition qui était en pleine forme. Et donc, animal, ce sont les couilles. Les couilles des béliers, enfin d'un certain nombre d'animaux. Ah oui, c'est voilà. vrai. D'accord. Et certaines se mangent d'ailleurs. Oui, oui, oui. D'ailleurs, tu sens que Laurent Romeshko, il n'en peut plus d'écouter ces anecdotes. En espagnol, ça signifie le buisson. Donc c'est une formation avec des petits arbres rabougris qu'on trouve en Castille. Merci, C'est une forme dégradée de la forêt à chêne vert. Parfait. Voilà. Allez, top. Heureusement, cette semaine, ils ont eu de la chance. Ils recevaient un recordman du monde. J'avais réalisé le record du monde, donc la plus grande grille de mots croisés du monde, qui fait 3,50 m par 3,75 m, 132 750 cases, 17 000 définitions horizontales, 18 000 verticales. Oh là là. Et donc ça fait... j'avais mis 7 ans pour la réaliser. Waouh, 7 ans de mots croisés pour être dans le Guinness Book des records. On espère que ça valait le coup. Hein. Le record tient toujours? Non, parce qu'à l'époque, ils l'avaient pas mis dans le livre des records. Mais cette semaine, on retiendra surtout que quand t'es candidat, il ne faut surtout rien raconter à Laurent Romeshko avant l'émission. Vous avez eu une mésaventure en nous rejoignant pour le premier match. On la raconte ou pas? On peut la raconter. Ah, on a commencé, on va le dire. Ouais, donc là, il l'oblige clairement à balancer un truc qu'il voulait pas raconter devant tout le monde. Juste en arrivant au studio hier soir, j'ai senti quelque chose sur mon front. Je sors. Un pigeon. Un pigeon. Ouais, un pigeon. Ah, il est vraiment sympa, hein, Laurent Romeshko. Vous ne m'en voulez pas de l'avoir raconté? Pas du tout, non. Non. Merci Étienne. Mika, merci d'être passé sur le plateau de Quotidien. Le concert I Love Beyrouth, c'est samedi soir, est disponible sur tous les services VOD et sur YouTube. C'est pour récolter des fonds pour aider les Libanais. C'est-à-dire que vous, avec la télécommande, vous achetez, c'est 10 € et ça va directement à la Croix-Rouge Liban. On peut aussi faire un don directement à l'adresse qui apparaît ici en bas de l'écran, gofundme.com/I Love Beyrouth. Et on se quitte avec vous et Soprano en son. C'est ça. Merci Mika. Merci beaucoup. Bonne soirée, à demain. Salut. Garde le cœur en idée, et si la vie te rend fou, même sans le soleil, garde-le